la boue ne prévient pas quand il va avaler la route. Sur la BR 230, également connue sous le nom de transamazonienne, il tombe de fortes pluies, s'infiltre dans le sol, compromet la résistance de la base et transforme des kilomètres de route en un couloir instable, où la fluidité attendue laisse place à l'attente. Les camions avancent au ralenti, les pneus patinent, les ponts précaires sont surchargés et le temps, qui devrait être prévisible, disparaît tout simplement au milieu du trajet. Dans ce contexte, une question inévitable surgit. Le problème de la transamazonienne est-il seulement le manque de revêtement ou l'absence d'une solution capable de faire face à l'Amazonie? Le CCR, ou béton compacté au rouleau, est une technologie déjà présentée sur la chaîne et mentionnée dans la fiche de cette vidéo. Mais appliquer cette méthode sur une route de plus de 4000 km n'est pas seulement une décision technique, c'est un affrontement direct avec le climat, la logistique et le territoire. Restez avec nous dans les prochaines minutes et découvrez les défis, la viabilité du CCR, ainsi que les projets et les travaux en cours pour aider à cette transformation. La BR 230, connue sous le nom de transamazonienne, est l'une des plus grandes routes du Brésil, reliant Cabedelo, en Paraíba, à Labria, dans l'état d'Amazonas, sur un tracé qui dépasse les 4000 km, 1000 km et traverse des réalités complètement différentes. Tout au long du parcours, la route part de zones urbaines développées et s'avance vers des régions où l'infrastructure est encore limitée. La logistique est complexe et l'environnement impose des contraintes continues à l'ingénierie. En pratique, il s'agit d'un axe d'intégration nationale, mais avec une caractéristique critique, la discontinuité. Il existe des tronçons pavés et fonctionnels, tandis que d'autres sont encore confrontés à des bourbiers. Il y a des interruptions et des conditions de circulation difficiles, surtout pendant l'hiver amazonien. Cela fait que la transamazonienne ne fonctionne pas comme une route continue, mais comme un système fragmenté où chaque tronçon réagit différemment aux mêmes conditions environnementales. Et c'est justement cette fragmentation qui révèle un point plus profond. Le véritable défi de la BR 230 réside dans l'insuffisance des travaux ou dans le choix des solutions appliquées tout au long de son parcours. La transamazonienne est née dans les années 1970 avec un objectif clair: intégrer le territoire brésilien à travers un grand corridor routier. L'idée était de connecter des régions isolées, de stimuler le développement économique et de promouvoir l'occupation de zones peu exploitées. En effet, il s'agissait d'une proposition ambitieuse, presque symbolique. Cela reflétait le moment où l'infrastructure signifiait expansion territoriale et présence de l'État. Cependant, l'exécution n'a pas suivi cette ambition. La mise en place initiale de la route s'est faite de manière relativement rapide, mais les travaux de revêtement n'ont pas avancé au même rythme. Au fil des décennies, les limitations budgétaires, les changements de priorités politiques et les défis environnementaux propres à l'Amazonie ont interrompu la continuité du projet. Le résultat a été une route incomplète sur plusieurs tronçons. Pendant ce temps, la demande n'a fait qu'augmenter, le transport de marchandises s'est intensifié, des populations se sont installées le long de l'axe et des activités économiques ont commencé à dépendre directement de la route. Ce qui était autrefois une promesse d'intégration est devenu une infrastructure essentielle, mais sans la base nécessaire pour soutenir cette fonction. Et le problème a changé de nature. Ce n'était plus seulement l'absence de revêtement, c'était l'inadéquation du modèle constructif. L'application de solutions traditionnelles dans un territoire avec des sols instables, des pluies intenses, une forte humidité et une faible capacité d'entretien, cela a commencé à montrer ses limites. Le revêtement se dégradait rapidement, l'entretien devenait constant et le coût cessait d'être ponctuel pour devenir récurrent. C'est à ce moment-là que la question a changé. Il ne s'agissait plus de savoir quand paver, mais comment construire une route qui fonctionne dans un territoire qui lui est constamment hostile. Paver la transamazonienne ne signifie pas simplement appliquer une nouvelle couche sur la BR 230, cela signifie choisir une technologie capable de supporter des pluies intenses, un sol saturé, un trafic lourd, de longues distances logistiques et un entretien difficile. La motivation pour discuter du béton compacté au rouleau n'est pas simplement de remplacer l'asphalte par du béton, c'est de répondre à une question technique plus profonde. Comment paver et entretenir une route dans une région où les pluies intenses, la chaleur,
la logistique difficile et la faiblesse des moyens d'entretien rendent un revêtement conventionnel plus vulnérable. Le béton compacté au rouleau ne remplace pas toutes les techniques traditionnelles, mais modifie la logique dans les sections critiques. Au lieu d'une structure flexible plus sujette aux déformations, on crée une couche rigide, compactée avec des rouleaux vibrants capables de mieux répartir les charges et de réduire les affaissements. L'application exige une faible teneur en eau, un étalement contrôlé, un compactage continu, une base bien réalisée, une sous-base stable, un drainage efficace et un contrôle technologique rigoureux. En Amazonie, cela est décisif, car l'eau n'est pas seulement un détail de conception, c'est le principal agent de dégradation de la route. Aujourd'hui, la transamazonienne fonctionne comme un corridor fragmenté, divisé en plusieurs fronts d'intervention, avec différents niveaux d'avancement, de priorité et de complexité. Ces dernières années, le département national des infrastructures de transport, DENIT, a concentré ses efforts sur 3 piliers. Ils sont le remplacement des structures critiques, la réhabilitation des segments dégradés et l'avancement progressif du revêtement dans les tronçons stratégiques. Au Pará, l'un des exemples les plus emblématiques est le pont sur le fleuve Xingu, au kilomètre 571 de la BR 230 entre Anapu et Vitória do Xingu. Avec environ 700 mètres et un investissement de 405,6 millions de réais, les travaux ont déjà dépassé 50% d'avancement, avec des avancées dans les étapes structurelles et la superstructure. Plus qu'une simple traversée, ce pont élimine un point de rupture opérationnelle, remplaçant la dépendance au bac par une solution permanente. Cela montre que la transamazonienne ne dépend pas seulement du revêtement, elle dépend de la continuité structurelle. Un autre mouvement important est le remplacement des ponts en bois par des structures définitives en béton armé. Récemment, une autorisation a été donnée pour la construction de 15 ponts en béton sur la BR 230 au Pará, éliminant ainsi les ponts fragiles qui interrompent la circulation et compromettent la fiabilité de l'axe routier. Entre les communes du Pará de Ruropolis et Medicilândia se trouve l'un des tronçons les plus sensibles de toute la transamazonienne. Pendant la saison des pluies, la praticabilité de la route devient critique, affectant les cargaisons, les services de base et le quotidien des communautés locales. La précarité a poussé le ministère public fédéral à saisir la justice, en demandant des interventions urgentes. Amazonas, le défi est encore plus grand. L'éloignement des grands centres, ajouté aux conditions environnementales sévères, augmente le coût et la durée des travaux. Un exemple est le contrat d'entretien d'environ 126 km, soit des investissements supérieurs à 180 millions de réais, axés sur la remise en état fonctionnel de la route. Ces contrats montrent que maintenir la transamazonienne opérationnelle est aussi difficile que de la construire. Et c'est ici que le BCR revient au centre de la discussion. Sur une route où l'entretien est coûteux, lent et difficile à mobiliser, une solution plus durable peut signifier une disponibilité pour la circulation, une prévisibilité logistique et une moindre dépendance aux interventions d'urgence. Cependant, le défi est proportionnel. La production du matériau doit être proche ou très bien planifiée. L'application doit avoir lieu dans une fenêtre de temps strictement contrôlée. Le compactage doit être précis et le drainage doit fonctionner. C'est pourquoi le béton compacté au rouleau ne doit pas être considéré comme un simple substitut, mais comme une partie d'un système intégré. Ce que l'on observe aujourd'hui sur la transamazonienne, c'est ce processus en évolution. Un territoire où l'ingénierie s'adapte encore aux conditions réelles et où chaque choix technique définit non seulement la durabilité du revêtement, mais aussi la fonctionnalité de toute la route. Pour comprendre l'impact de ce débat autour de la BR 230, il faut ramener l'ingénierie à une échelle comparable. Des ouvrages comme la ligne 4 jaune du métro de São Paulo dépassent la barre du milliard de réais par kilomètre. Cela reflète un niveau extrême de complexité technique, d'interférences urbaines et de contrôle géotechnique. En termes pratiques, un seul kilomètre de cet ouvrage équivaut à environ 13 000 voitures populaires, en considérant une valeur moyenne de 75 000 réais par unité. Dans le cas des routes, la logique est différente. Le revêtement routier traditionnel au Brésil varie en moyenne entre 3 millions de réais et 10 millions de réais par kilomètre. Pour des projets plus complexes, comme les doublements de chaussées dans des régions au relief difficile, cette valeur peut atteindre 12 millions ou 18 millions de réais par kilomètre. Une différence qui peut multiplier plusieurs fois le coût par kilomètre. Ces chiffres signifient aussi que chaque 10 km
peuvent représenter quelque chose entre 400 et 1300 voitures populaires neuves. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le BCR entre dans la discussion. En général, les solutions en béton compacté au rouleau peuvent avoir un coût initial supérieur à celui des alternatives flexibles, surtout en raison de la logistique, des matériaux et du contrôle technologique. En contrepartie, on observe sur le cycle de vie une plus grande durabilité, une moindre déformation et un potentiel de réduction des interventions de maintenance. En pratique, c'est la différence entre dépenser moins pour construire ou dépenser moins sur plusieurs décennies. S'il est appliqué de manière stratégique, le BCR peut transformer la logistique opérationnelle de la transamazonienne, rendant la route plus prévisible, stable et efficace au fil du temps. Moins d'interventions signifient un temps de trajet réduit, une plus grande fiabilité logistique et une diminution des coûts pour le transport de marchandises. Selon la Confédération nationale des transports, CNT, des conditions de revêtement inadéquates augmentent significativement les coûts opérationnels du transport routier, pouvant dépasser 30% dans les scénarios les plus critiques. Dans un scénario d'application plus large, les gains pourraient être significatifs, en particulier pour les régions isolées, qui bénéficieraient alors d'une meilleure intégration avec les centres de consommation et de production. Mais le défi est proportionnel, car le progrès ne concerne pas seulement le matériau, il réside dans la manière de concevoir la route. La transamazonienne nécessite non seulement un revêtement, mais aussi une ingénierie adaptée au territoire. Le CCR apparaît comme une alternative pertinente dans ce contexte, offrant une plus grande résistance et prévisibilité. Cependant, ce n'est pas une solution isolée. Le véritable défi réside dans l'intégration entre la conception, l'exécution et la maintenance. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement de construire une route, mais de faire en sorte qu'elle fonctionne tous les jours, quelles que soient les conditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Que pensez-vous de l'application de la technologie CCR sur la transamazonienne ? Bien sûr, chaque kilomètre réalisé représente un investissement considérable, mais à moyen et long terme, cela serait certainement rentable. Qu'en pensez-vous ? Ou pensez-vous que non ? Quelle serait une façon de remédier à ce problème que nous affrontons depuis des décennies ? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Je vais m'arrêter ici. Un grand salut et à la prochaine vidéo.